Voilà, je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nous avons parlé donc de pardon, qui est une grande vertu chrétienne, n'est-ce pas? Et personne forcément n'est contre la vertu. Hein? Au Québec aujourd'hui, il faut être, en Occident en général, il faut être inclusif, tolérant, ouvert, égalitaire. Et cela s'applique, bien évidemment, à l'intégration des employés du secteur public. Et je vous rappelle une chose, la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics oblige depuis 2001 les municipalités de plus de 100 employés à se doter d'une politique d'intégration. C'est dans ce contexte que Louise Harel, chef de Vision Montréal, a dénoncé le quasi-échec, l'expression est d'elle-même, je pense, quasi-échec, de la politique de la ville en matière de diversité. Autrement dit, est-ce que nous serions encore dans la logique de la discrimination positive? Je suis en compagnie de Mathieu Bock-Côté pour en parler et pour extraire la substantifique moelle de la problématique, comme on dit de façon très simple. Mathieu, bonjour. Bonjour. Dites-moi une chose avant de commencer. Comment est-ce qu'une discrimination peut être positive? Ah oui, mais ça, c'est une question qui est très souvent posée, hein. C'est-à-dire une discrimination positive. J'en ai pas la primeur? Non, hélas, enfin, voyons. Une discrimination positive ne demeure-t-elle pas une discrimination? Alors, cette forme, d'ailleurs, certains critiques de la discrimination positive l'ont tout simplement appelé la discrimination renversée. D'ailleurs, les défenseurs de la discrimination positive souvent préfèrent l'appeler l'affirmative action, l'action positive, l'affirmation positive, le droit à l'égalité. Alors, ils cherchent à se dérober à ce terme discrimination positive parce qu'il réfère à une chose finalement. Voilà une discrimination fondée sur des critères qui sont probablement problématiques, pour ne pas dire illégitimes. Illégitime, hein? Ouais, ben, je reviens avec cette déclaration de Louise Harel qui était assez... En fait, je dirais, j'ai une espèce de double surprise devant cette déclaration. Elle dit, je crois c'est la semaine passée, que la fonction publique municipale à Montréal est trop blanche. Oui. Alors, première réaction, à tout le moins c'est la mienne. Je me dis, mais quel terme absolument inadéquat, c'est-à-dire trop blanche. Bon. Et deuxièmement... C'est blanche ou trop qui vous dérange? Non, les deux termes mis ensemble. C'est-à-dire cette espèce de vision racialisée de la société où on départage des gens selon leur couleur et ainsi de suite pour ensuite savoir, bon, on y reviendra. Et deuxièmement, l'absence complète de réaction. L'absence complète de réaction dans les médias, l'absence totale de cris d'effroi auxquels on pourrait s'attendre lorsque quelqu'un vient racialiser ainsi ou ethniciser la politique, ethniciser les politiques d'embauche et ainsi de suite. Alors, une espèce de double réaction, donc réaction d'effroi chez moi et réaction absolument silencieuse dans l'espace public. Ce qui fait en sorte que, d'ailleurs, j'ai publié hier dans le 24 heures ma chronique sur cette question, sur le thème trop blanche. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que Louise Harel entend lorsqu'elle parle d'une fonction publique trop blanche? Première question. Deuxièmement, que doit-on faire pour déblanchir la fonction publique? Est-ce que Louise Harel peut nous faire la liste des gens qu'il faut virer selon un critère ethnique ou racial ou je n'en sais rien pour être capable de déblanchir la fonction publique? Inversement, Louise Harel nous dit-elle qu'on doit embaucher davantage de fonctionnaires selon le seul critère de l'ethnicité non blanche pour être capable d'avoir un portrait plus représentatif de la diversité montréalaise dans la fonction publique montréalaise? Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Est-ce qu'il faut faire une liste des gens qui sont blancs ou trop blancs ou pas assez blancs ou à mi-chemin entre le blanc et une autre couleur? Autrement dit, ce qu'on voit, c'est qu'au nom de l'ouverture, au nom de l'inclusion, au nom de la tolérance, eh bien, Louise Harel, qui est pourtant chef d'un parti politique important à Montréal, chef de l'opposition, vient de nous inviter à ethniciser les critères d'embauche, vient de nous inviter à ethniciser les relations sociales, les rapports entre les citoyens à Montréal. Et à quoi ça réfère, ça? Ça réfère à une idée de la société qui est très particulière et qui est portée par ce que j'appelle normalement l'idéologie antidiscriminatoire ou la sociologie antidiscriminatoire. Alors, comment les défenseurs de l'idéologie antidiscriminatoire se représentent-ils la société? Eh bien, il y aurait une majorité blanche, masculine, hétérosexuelle et bourgeoise, normalement, ça c'est dans sa version caricaturale, qui dominerait, qui se serait masqué derrière le principe d'universalité pour mieux affirmer son hégémonie, affirmer sa domination. Mais c'est vrai, Mathieu, parce que, écoutez, l'homme blanc a toujours été, vous savez, l'expression du 19e siècle, le fardeau de l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui était vraiment bourgeois et tout ça, qui était la clé de voûte de tout le système occidental. Et c'est la clé de voûte maintenant inversée? Non, ben c'est celui sur qui on peut taper tout le temps? Je pense qu'il faut éviter de généraliser en la matière. Je crois que la manière dont on se représente la société, c'est une chose très importante ici de le voir, c'est-à-dire à l'origine, on l'oublie souvent d'ailleurs, à l'origine de plusieurs politiques, il y a souvent une sociologie et même une philosophie. Alors, quelle est la sociologie derrière cette politique de discrimination positive? Il y aurait donc une majorité blanche, hétérosexuelle, bon, là, j'ai fait la liste, et autour de ça, une série de minorités qui, aujourd'hui, réclameraient leur droit à l'égalité, réclameraient un droit
droit à l'égalité, c'est-à-dire que elle devrait dévoiler le fait que les règles universelles, par exemple celle que on va choisir selon la compétence, selon le mérite, selon le talent, eh bien derrière ces règles, il y aurait la définition blanche du mérite, du talent, de l'excellence et ainsi de suite. Alors que doit-on faire? On doit transgresser le faux principe d'universalité apparemment défendu par la société occidentale depuis dans une perspective libérale, et on doit désormais changer notre rapport à l'égalité. Donc il faudrait désormais, par exemple dans une organisation publique comme une organisation privée, pour s'assurer qu'elle ne soit pas discriminatoire, il faudrait s'assurer qu'il y ait, selon le nombre de personnes d'une certaine ethnie ou d'un certain groupe identitaire ou d'un certain groupe social qu'on retrouve dans la population, il faudrait que la même proportion se retrouve dans les différentes organisations qui chapeautent cette société. C'est quand même logique, ça. Je suis un être un peu simplet, là. Je trouve que c'est logique, quand même. Il y a 31% de la population montréalaise qui est d'origine, si j'ose dire, ethnique. Enfin, non blanche, non, etc. Pourtant, ils ne font que 13% de la fonction publique. Mais il n'y a pas une injustice je là, quand crois même? qu'il y a surtout un fantasme statistique. Parce que comment fonctionne l'État multiculturel? Comment fonctionne la sociologie antidiscriminatoire? Elle refuse de voir des individus. Elle transforme chaque individu en représentant d'un groupe. Donc, elle vient nier l'individualité et ensuite, elle nous invite à choisir les gens. Non pas selon le principe de compétence, non pas selon le principe d'excellence, non pas selon l'individu avec ses vertus et ses faiblesses, mais en tant que représentant d'une catégorie de la population qui doit avoir son quota pour ne pas transgresser la justice diversitaire. Autrement dit, la sociologie antidiscriminatoire transforme chaque individu en chair à quota. Et cette vision des choses... en chair à quota, j'aime bien ça. C'est pas terracotta, continue. Alors, cette vision des choses fait en sorte qu'elle est négatrice de l'individualité, elle est négatrice de l'individu, elle est négatrice du citoyen. Mais Mathieu, c'est bien gentil ce que vous dites, mais vous représentez la classe dominante et forcément la classe dominante va toujours dire c'est l'individu qui prime. Imaginez que vous êtes en Afrique noire, vous êtes en Chine ou au Japon, vous êtes pas embauché, mais vous avez 3 doctorats ou je sais pas trop quoi, et vous n'êtes pas embauché. Est-ce que vous seriez pour les quotas? Oui. Non, premièrement, je ne suis pas en Afrique noire, non plus qu'au Japon, non plus qu'ailleurs. Je suis dans une société libérale. Le Québec est une société libérale occidentale qui peut se faire une fierté, justement, avec d'autres, d'avoir accouché du principe d'universalité. C'est-à-dire que plutôt que de fonctionner à l'assignation identitaire, c'est-à-dire, vous n'existez pas, Jean-Philippe Trottier, vous n'êtes que le représentant des hommes blancs, quadragénaires, et ainsi de suite. Et donc, cette négation de l'individualité, c'est le contraire même de ce qui fait pourtant la force et la grandeur de la civilisation occidentale, c'est-à-dire le principe d'universalité. J'ajoute une chose, on oublie à quel point la discrimination positive fonctionne avec une bureaucratisation honteuse des rapports sociaux. Parce que comment fonctionne cette assignation identitaire? Eh bien, il y a normalement des agences antidiscriminatoires qui sont responsables de vous classer. Alors là, il y a une assignation bureaucratique dans cette société, dans une série de formulaires qu'on remplit pour savoir si on appartient, oui ou non, à un groupe théoriquement dominé ou discriminé. Et à partir de là, encore une fois, ça participe à cette bureaucratisation des rapports sociaux, ou plutôt, justement, que d'avoir ce principe de la société libérale, c'est-à-dire la libre concurrence des talents, eh bien, désormais, il faut compartimenter la société en différents groupes que l'on dira à partir de certaines théories plus ou moins fondées, discriminées ou discriminants. Eh bien, quel est le portrait de tout cela à la fin? C'est que dans la société qu'on nous propose, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de talents, il n'y a que des représentants de quotas. Mais je ne vois pas où est la grandeur de tout cela. Mathieu, je veux bien tout cela, mais comment voulez-vous faire évoluer certaines choses? Comment voulez-vous apporter des correctifs sans la politique de quotas, sans imposer une certaine bureaucratie et toute une armada de fonctionnaires plus ou moins compétents dans la matière? C'est un mal nécessaire. Pour l'instant, c'est transitoire. Non, mais premièrement, regardez, les politiques d'affirmative action, comme on dit depuis 40 ans qu'elles existent aux États-Unis, on a toujours dit que c'était transitoire. Et manifestement, le transitoire est souvent permanent. C'est-à-dire que ce qui était vu comme transitoire devient finalement une mesure structurante, comme on dit en langage administratif et bureaucratique. C'est une mesure durable. Et celui qui osera remettre en question ces politiques de discrimination positive, qui sont d'abord et avant tout des politiques de discrimination, tout simplement, eh bien, sera accusé de xénophobie et de racisme. Rappelez-vous, c'était l'été passé, lorsque Stockwell Day, qui était ministre au gouvernement canadien, dit qu'il va remettre en question la discrimination positive au niveau des politiques d'embauche au gouvernement fédéral. Eh bien, une journaliste de rue Frontenac va dire de Stockwell Day qu'il défend les privilèges de la majorité blanche. Stockwell Day n'est pas un défenseur dans les circonstances
de l'égalité libérale, de l'égalité républicaine à la rigueur. Non, il est présenté comme le défenseur de la tribu dominante. Mais cette vision de la société, comme une série de tribus en concurrence les unes les autres, cette vision de la société qui est finalement une forme de guerre civile interclanique, hein, où chacun s'arrache des privilèges consentis par l'État bureaucratique, je ne suis pas certain qu'on puisse y voir un progrès. J'ajoute une chose. Il y a, à travers ces politiques de discrimination positive, un mépris inacceptable, me semble-t-il, justement pour les personnes issues de la diversité, comme on dit, issues des minorités. Parce qu'on les emploie parce qu'ils sont noirs et non pas parce qu'ils ont un doctorat. Non, mais je dirais parce que, par exemple, on leur nie leur propre talent. On leur dit, voilà, vous n'êtes pas capable de réussir sans béquille. On leur dit, vous ne réussirez pas en tant qu'individu, vous réussirez en tant que représentant, vous réussirez en tant que témoin d'un groupe statistique ou d'un groupe bureaucratique. Bon, alors autrement dit, on conteste à ces individus, on conteste à ces gens le droit de réussir en leur nom propre. Et pire encore, on en vient jusqu'à nier l'intégration qui est quelquefois réussie. Parce que les immigrants, pour le dire ainsi, parce que c'est souvent comme ça que la question se pose, il y en a des tonnes et des tonnes qui réussissent très bien leur vie sans l'appui de ces nombreuses mesures béquilles qui relèvent de la discrimination positive. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On laisse planer un soupçon sur tous ceux, ils sont nombreux, qui ont réussi leur vie très bien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir de cette espèce de politique du soupçon bureaucratique, on voit quoi? On voit que finalement, les gens ne sont jamais considérés en tant que représentants d'eux-mêmes, mais ils sont toujours ramenés à une assignation bureaucratique, identitaire, ethnique ou je ne sais quelle. Mais on peut toujours vous dire, Mathieu, je tape sur le même clou, que votre discours libéral, votre discours, celui que vous tenez actuellement, est le discours d'une classe dominante qui, elle, ne se prend pas pour dominante, mais qui, elle, se prend pour la norme, ou qui se prend pour le discours est équilibré, quoi. Ben là, c'est une vision un peu étrange des choses. C'est-à-dire, si vous m'expliquez que le libéralisme, comme le républicanisme, hein, qui sont les deux grands principes d'universalité en Occident, ne sont qu'un discours instrumentalisant la référence à l'universalité. Pourquoi? Pour masquer les privilèges de cette majorité blanche. Eh bien, là, je dirais, vous faites un bon exemple. Ça existe, de sociologie marxiste. Hein, c'est-à-dire les idéologies... Ça y est, le mot est lâché! Non, mais c'est bravo. J'entends par là, c'était le marxisme voyait dans les idéologies rien d'autre que cette espèce de reproduction dans un discours qui masque les intérêts derrière des idéaux, qui venaient nier l'autonomie des idées, nier l'autonomie des idéaux. Vous pensez que les idées sont autonomes par rapport je crois qu'ils ont une certaine autonomie. Je crois à tout le moins que c'est parce qu'ils ont une certaine autonomie que l'Occident a été capable de tenir depuis quelques siècles cette promesse d'universalité. Il la tient imparfaitement, bien sûr. Aucune société n'est parfaite et les nôtres ne sont pas parfaites non plus. Mais ce que je constate, c'est que nos sociétés sont quand même parmi les rares à avoir aboli les différences de statut, par exemple. Ce qu'on appelait autrefois les privilèges. Hein? Les privilèges ont été abolis en dernière instance. Il n'y a plus d'aristocrates, tout comme il n'y a plus aujourd'hui de tiers-état. Il n'y a que des individus égaux en droit. Eh bien, le problème de la discrimination positive, en tant que corporatisme identitaire, eh bien, c'est qu'elle vient restaurer, d'une certaine manière, une société de féodalité. Une société de féodalité où on se retrouve avec des barons identitaires assignés à chaque communauté qui prétendent parler au nom de ces communautés, parce que le problème est évidemment plus large que les politiques d'embauche. On se retrouve dans une société où on a une série de barons identitaires qui prétendent parler au nom de segments de la société sans jamais avoir fait valider leur droit à la représentation. Et ces gens s'imposent dans l'espace public et prétendent parler au nom de la catégorie dont ils se veulent les représentants. On a besoin des pauvres, on a besoin des victimes pour être leurs ambassadeurs. Ce sont des gens qui trouvent le moyen d'avoir une baronnie rentable. Et quant à moi, c'est bien dit, ça, dans une société démocratique, une société libérale, lorsqu'on veut représenter un segment de la population, il faut s'en faire élire par ces gens. Or, dans notre société, c'est plutôt le contraire. Parce qu'une série de pouvoirs, de dynamiques font en sorte, par exemple, le pouvoir des médias qui ont besoin de représentants de différents segments de la population, le pouvoir de la bureaucratie qui, pour mieux gérer la société, doit être capable, c'est d'idéal d'une gestion sociale planifiée dans le détail, là, c'est idéal de gestion bureaucratique. Il faut coopter une série de gens en leur disant vous serez le représentant de ce segment de la population. Alors on se retrouve quelquefois avec des gens qui prétendent parler au nom de tout un segment de la population sans que ce segment de la population, premièrement, ne se reconnaisse comme une communauté en tant que telle, et deuxièmement, sans qu'on leur ait donné le droit de parler en ce nom. Je donne cet exemple. Lorsqu'on parle par exemple de la question des Noirs, eh bien, quelle vision réductrice
réductrice que d'abolir les différentes cultures, soit d'origine africaine, soit de la culture haïtienne, soit les différentes cultures d'origine qu'on pourrait placer sous le signe noir. Eh bien, on vient abolir toute forme de différence nationale, de différence culturelle entre ces différentes cultures. Pourquoi? Parce qu'on va racialiser sous un trait communauté noire, donc les gens de ces communautés. Eh bien, c'est quoi cette espèce d'idée de réduire les gens à leur appartenance ethnique, si je puis dire, ou même ethno-raciale, si on prend le vocabulaire à l'ancienne? Il y a quelque chose là-dedans qui est une forme d'anti-humanisme radical, parce que c'est une politique d'assignation identitaire contre laquelle, justement, la société libérale s'est développée, contre laquelle la société libérale s'est déployée. Doit-on consentir aujourd'hui à ce retour du féodalisme sous critères identitaires au nom de l'idéal de diversité? Vous me permettrez de ne pas être capable d'y voir un progrès. J'ai cru deviner que c'était pas un progrès pour vous, Mathieu Bock-Côté. Il y a une autre question aussi, c'est que des gens qui travaillent dans la fonction publique québécoise m'ont dit à moi que dans les concours d'admission, il y a déjà très peu de gens des communautés culturelles qui se présentent. Pour commencer, c'est à Québec par rapport à Ottawa, c'est sûr. C'est Québec, hein, d'accord. Bon, alors il y a ça. Il y a d'un autre côté aussi, et le bas blesse aussi du côté du Québécois blanc, c'est-à-dire que, et ça c'est beaucoup d'immigrants qui m'ont dit ça, le Québécois blanc n'a pas accès à sa propre histoire et a beaucoup de difficultés donc à inclure l'autre. Là, on dépasse la question de la fonction publique, mais on a beaucoup de difficultés ici à inclure l'autre parce que l'autre qui vient de notre pays fait face à deux discours légitimants. Le discours fédéraliste ou le discours Québec. Et c'est Québec contre Ottawa. Donc, tout cela vient, il y a un jeu à 3 là-dedans et pas à 2 seulement. Oui, ben, alors si vous me dites qu'il y a un problème dans l'intégration des immigrants à cause de la concurrence entre d'un côté la légitimité canadienne et de l'autre côté la légitimité québécoise, bien évidemment, c'est un fait. Cela dit, est-ce que les Québécois, parce qu'ils ignoreraient leur propre histoire, ce qui me paraît pas aussi certain qu'on ne le dit. Vous pensez pas, non? Non, je pense pas. Pour cela et la difficulté intégrée, je ne le crois pas non plus. Je pense que contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, d'ailleurs, ça, faut renverser les discours sur l'intégration. On dit quelquefois s'intégrer, c'est accepter les grands principes d'une société, c'est accepter les grandes valeurs. C'est plutôt l'envers, je crois. Je pense que s'intégrer, c'est prendre le pli, je dis, du quotidien, c'est prendre le pli des mœurs d'une certaine manière. Or, les Québécois là-dessus, lorsque quelqu'un, et on l'a déjà évoqué à cette émission d'ailleurs, lorsqu'un immigrant envoie le signal qu'il veut s'intégrer à la société québécoise, je crois que de ce point de vue, la société québécoise est une société très ouverte, une société magnifique, une société d'ouverture, véritablement. Mais je parle pas d'ouverture, moi je parle d'intégration. Non, mais je parle d'intégration aussi. J'entends que la société québécoise est prête à des frontières très poreuses sur le plan culturel. Elle est prête à laisser entrer ceux qui veulent rejoindre cette communauté majoritaire. Mais Mathieu, je veux bien, sauf que souvent, ils ne savent pas dans quoi ils vont entrer parce que nous-mêmes, on ne sait pas s'expliciter. Prenez Elvis Gratton. Vous vous souvenez le premier truc, hein? À un moment donné, lui, avec Linda, ils ont gagné un prix pour la Santa Banana. Ils expliquent à un Français qui sont des Québécois d'origine canadienne, d'expression française en Amérique du Nord. Non, des Franco-Canadiens, etc. Ça dure 5 minutes, c'est hilarant. C'est symptomatique de notre problème. Nous, on ne sait pas se définir. Et si on ne sait pas se définir, l'autre ne sait pas dans quoi il va rentrer. Je crois que c'est symptomatique d'une certaine frange de notre population. Mais les Québécois, finalement, ça, c'est là-dessus que je suis souvent en désaccord avec plusieurs de mes amis souverainistes qui, paradoxalement, sont très sévères envers le peuple qu'ils veulent émanciper. Qui aime bien, châtie bien. Eh bien, moi, je crois que les Québécois ont une force tranquille, pour reprendre la formule mitterrandienne. Ils ont une force tranquille dans certaines certitudes identitaires qui sont profondes. C'est un plus vieux peuple, appelons ça européen, enraciné en Amérique du Nord. C'est pas rien, ça. C'est un des peuples historiquement enracinés en Amérique du Nord. Alors, vous excluez le Mexique, alors? Oui, bien sûr, je parle ici des États-Unis, du Canada. Bon. Alors, les Québécois ont une espèce d'histoire d'enracinement tout à fait réussie. C'est une histoire qu'on dit quelquefois avec une part d'ensauvagement, et c'est tout à fait vrai. C'est une histoire d'enracinement aussi, tout autant. Mais mal explicitée. Plus ou moins, je crois. Évidemment, la conscience historique ici n'est pas aussi développée qu'elle ne l'est dans les grandes nations souveraines, indépendantes, disposant des institutions nécessaires à l'entretien de la mémoire collective. Mais il y a une mémoire populaire spontanée au Québec qui est assez forte, qui est assez bien développée, auquel les gens s'identifient spontanément. Et c'est une culture aussi dont les codes d'accès sont pas si compliqués. J'ai une amie qui écrit en ce moment un bouquin qui s'appelle qui enseigne en enseignement en intégration des immigrants, et le titre de son livre c'est Devenir québécois, c'est compliqué, 3 petits points, mais pas tant que ça. Alors évidemment, c'est une culture avec des codes. Réussir à maîtriser par exemple le vocabulaire pseudo-religieux des Québécois, bonne chance quand même. Pour être capable de distinguer les différents sacres dans l'usage quotidien, bonne chance, faut être né là-dedans. Oui, mais là, de l'autre côté, intégrer cette culture, en repérer les grands codes, envoyer un signal qui témoigne d'un désir d'intégration, ça je crois que c'est loin d'être complexe, et ça nous ramène à cette question.
fondamentale qui était posée au début. Est-ce que notre société a besoin de développer tout un dispositif technocratique et bureaucratique pour être capable d'intégrer les immigrants en renonçant justement à poser une norme majoritaire? Je ne crois pas. Il me semble que dans notre société, il nous faudra avoir un rapport un peu plus décomplexé par rapport à nous-mêmes et notre identité. Il me paraît aussi légitime de défendre les principes de cette société dans les circonstances de la société libérale qui fait aussi partie du patrimoine québécois. Et c'est pour ça que vous viendrez faire d'autres chroniques parce que le sujet est loin d'être épuisé parce que j'ai d'autres idées là-dessus aussi et on va discuter davantage les prochaines fois. Ça Avec vous va? grand plaisir. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté.